Alors passons maintenant à notre troisième et dernière partie, géographie et temporalité de la guerre. Le premier point, une géographie mondiale. Bon, vous le savez déjà que cette guerre elle est mondiale, mais revenons-y malgré tout. Ouvrons notre livre à la double page 114-115. Portons d'abord notre regard sur le repère, la carte repère, page 114, qui nous représente des territoires et l'année de leur entrée en guerre, de 1914 à 1918. Et donc on voit que progressivement, le nombre de territoires qui entrent dans le conflit est de plus en plus grand. On adjoint à cette carte le document 1 de la page 115, qui est ici une illustration, une carte postale qui a eu lieu, une carte postale mise en place pendant la guerre de 14-18, et qui représente le Japon en guerre. L'illustrateur ici, Nikkei, nous dresse le portrait d'un Japon qui entre en guerre, tout sourire, sur un dragon, les armes à la main, tenant d'autres drapeaux, les drapeaux de ses alliés, parmi lesquels on peut retrouver notamment la France et la Russie. Le Japon se lance aussi dans la lutte contre les barbares, nous dit-on en français sur cette carte postale en bas à gauche, Japan joins against the barbarians. Le Japon rentre dans la guerre contre les barbares. Le Japon, tout lutte contre les barbares. On est ici sur un dragon, et le dragon il représente la Chine. Et non le Japon, d'où parfois une certaine confusion qui peut arriver. Donc, le Japon entre en guerre. Le document 3 de la page 115, qui est une affiche d'un film sur les Pershing Crusaders, revient sur l'entrée en guerre des États-Unis sous le commandement de Pershing. Pershing reprendra son nom pour baptiser des missiles, surtout ne donner à aucun missile mon nom. Ça tombe bien, en même temps je suis pas un militaire, ça ne m'arrivera pas. Bon, qu'est-ce qui mérite d'être retenu au travers de l'étude de ces documents? Eh bien que les combattants ils viennent de partout. Ils viennent d'abord de l'Europe, c'est vrai. Ils viennent aussi des colonies, des puissances européennes qui sont engagées sur le théâtre des opérations. Et puis ils viennent aussi des dominions anglais, c'est le cas des soldats australiens ou nouveau-zélandais qui vont venir se battre, notamment dans la bataille des Dardanelles. Et puis la carte nous permet de constater qu'on a une entrée progressive de plus en plus d'États, avec le Japon en 1914, la Chine et les États-Unis d'Amérique en 1917. Donc progressivement, le nombre d'États en guerre, il augmente. Prenons une autre carte qui est un petit peu plus précise et qui va nous permettre d'avoir d'autres informations. C'est la carte qui est dans votre fiche, le document 4 de cette fiche. Cette carte, c'est un planisphère, une mise à plat du monde, évidemment avec des déformations. Ici, on essaye de respecter un petit peu une représentation un peu plus sphérique du monde, tout en la mettant à plat. Donc, il y a quand même des déformations, mais moins prononcées que sur la projection de Mercator. Bref, on est ici sur une carte du monde, et l'information qui est représentée, c'est la guerre. Alors, vous avez la carte en couleur en tant que diapositive, c'est la diapositive 14, qui est un petit peu plus lisible pour l'analyse des informations qui sont en légende, à savoir les empires centraux et leurs alliés, les pays de l'entente et leurs alliés, les dominions et les colonies de l'entente, les colonies allemandes qui sont mobilisées, et puis le processus d'extension du conflit, c'est-à-dire les territoires par lesquels transitent des combattants jusqu'au théâtre des opérations, le blocus contre l'Allemagne, la zone de guerre sous-marine, les batailles navales, les livraisons de matières premières réalisées à l'entente, et puis les principales zones de combat. Et c'est ce point qui nous intéresse ici, en même temps que celui des zones de guerre sous-marine. On se rend compte que la guerre, elle n'a pas lieu finalement qu'en Europe. Des combats ont lieu dans le monde, à divers endroits, pas sur la totalité des continents, mais on voit des combats en Europe, on voit des continents en Amérique, principalement,
en Amérique latine. On va dire dans l'océan Atlantique de l'Amérique latine, c'est un peu plus tiré par les cheveux, je suis d'accord avec vous. Et sur le continent africain, je l'ai déjà dit, je crois. Et puis on a des combats en Asie aussi. Bref, première chose qui mérite d'être notée, c'est l'impératif de la maîtrise des mers. C'est-à-dire que maîtriser les mers, c'est déjà un impératif. Et la guerre, elle est mondiale, en termes géographiques du terme, d'abord parce que sur toutes les mers du monde, on va avoir des tensions et des affrontements. On en a dans l'océan Pacifique, on en a dans l'océan Atlantique. Et donc ces conflits donnent déjà une diffusion mondiale du conflit. Alors d'abord dans l'Extrême-Orient, on l'a dit, avec le Japon, et puis aussi sur le continent, au large du continent américain, avec la bataille des Falklands en 1914. Et puis on peut ajouter à cela le fait que de ce combat maritime, ce sont les Britanniques qui sortent vainqueurs. Pourquoi ? Parce qu'ils vont imposer leur domination sur les mers. En fait, ils vont poursuivre un travail de domination qui était déjà présent précédemment. La guerre sous-marine des Allemands, c'est une réponse. Il faut la voir comme une réponse. C'est une réponse au blocus exercé par les Britanniques et les Français en premier lieu. Bon, pas la peine de le noter, mais l'utilisation des sous-marins, ça va accélérer l'entrée en conflit de pays qui étaient neutres, notamment les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont plus pouvoir assurer leur commerce. C'est-à-dire qu'en théorie, les États-Unis d'Amérique sont neutres au début du conflit, mais en réalité, ils ont choisi avec qui ils commerceraient. Ce sont les Britanniques et les Français. Cette carte, le document 4 de l'affiche, elle nous permet de se rendre compte qu'il y a aussi des combats sur le continent africain, au Cameroun, en Afrique orientale allemande. Bref, la guerre, elle a aussi lieu dans les empires coloniaux. Et les cibles, ce sont les colonies allemandes. Notamment pour le Japon en Asie, mais pour les puissances britanniques britanniques et françaises en Afrique. Voilà, ça c'était pour notre premier point sur une guerre mondiale. Deuxième point, une guerre sans interruption. Bon, ça va aller assez vite. Parler d'une guerre sans interruption. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, on combat jour et nuit sans arrêt. C'est-à-dire qu'on combat tout le temps. Alors, tout le temps, oui, il y a une légère exagération ici. En fait, on arrête parfois de combattre, mais c'est pas des longues trêves. En fait, ce sont parfois des trêves de quelques heures. Il y a des moments où, de part et d'autre, on s'est mis d'accord pour nettoyer, récupérer certains corps. Donc il y a des micro-trêves qui sont parfois accordées. C'est pas toujours le cas, hein. C'est-à-dire que parfois aller récupérer le cadavre d'un camarade, c'est s'exposer soi-même aux tirs ennemis. Mais il y a quelques moments où de part et d'autre, il y a une sorte d'accord tacite qui se met en place pour aller récupérer des cadavres avant de se remettre à se battre, notamment pour des questions d'hygiène. Hein. C'est pas seulement un respect des combattants. Mais évidemment, il y a plein de parasites, et notamment des rats qui vont se développer, et donc, pour éviter leur prolifération, on va récupérer les cadavres. Bon, le moment le plus symptomatique, entre guillemets, et qui ne s'est pas reproduit, c'est le Noël 1914. On en a même fait un film qui s'appelle Joyeux Noël avec Guillaume Canet en France, qui relate en fait ce moment où à Noël 1914 ont existé à certains endroits, à plusieurs endroits, des scènes de fraternisation entre des Allemands et des Français, une scène qui s'est évidemment non reproduite parce que pour les officiers c'était le contresens complet par rapport à la guerre. On fait la guerre pour la guerre. Imaginez que les soldats fraternisent, c'est le fait que la guerre n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, si l'ennemi voit dans l'ennemi quelqu'un qui peut être son ami, il n'y a plus de raison de se battre avec. Hein. Il faut toujours un petit peu le diaboliser, l'ennemi, pour vendre, entre guillemets, le combat. Voilà, donc on se bat
sans interruption. Mais on se bat pas partout sans interruption. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des conflits qui vont s'ouvrir, on va y revenir. C'est ce qui nous conduit donc à notre dernier point, les différentes phases du conflit. Différentes phases parce que la guerre, qui est vue et étudiée comme un ensemble, en réalité, elle a répondu à des moments qu'on peut distinguer. Alors on retourne encore à la page 112 sur notre carte. Une carte qui nous intéresse puisqu'on voit les différentes offensives qui ont été organisées, les batailles, et puis on a les dates. Alors, qu'est-ce qui ressort? Il ressort d'abord que la guerre elle a débuté sur deux fronts. Un front ouest et un front est. On va aller de ouest en est dans le sens de lecture qu'on a traditionnellement dans notre culture latine. À l'ouest, on a d'abord l'Allemagne qui progresse rapidement vers Paris, mais qui va être stoppée lors de la bataille de la Marne. Et la conséquence, c'est qu'il y avait le rêve d'une guerre courte qui était souhaitée notamment par le maréchal Joffre, et ce projet, il tombe à l'eau parce que on a cette image d'Épinal, de soldats qui partent gaiement au combat. Enfin, c'est l'image qu'on en donne. En réalité, ils ont tous un peu la boule au ventre, mais une grande partie des gens pensent que cette guerre, elle va être rapide, que les Français vont rapidement gagner. Du côté allemand, on pense aussi que cette guerre va être rapide. Il y a la nécessité de récupérer l'Alsace et la Lorraine, perdues en 1870. Rappelez-vous, on a vu comment était montée en épingle la perte de l'Alsace, de la Lorraine. Alors il n'y a pas que l'Alsace et la Lorraine, il y a une partie de la Moselle aussi, et qu'il fallait aller reconquérir un jour ces territoires. Ça c'est pour le front de l'Ouest. L'autre front qui s'ouvre en premier lieu, il est à l'Est. Et là, les premiers à progresser, ce sont les Russes. Et à cette poussée russe va répondre une double poussée des Allemands et des Austro-Hongrois qui va déboucher sur une progression de plus en plus lente, mais continue des Allemands et des Austro-Hongrois. Alors, de plus en plus lente, j'exagère un peu, qui va progresser lentement. Pas de plus en plus lentement, mais on a une progression. Alors, pour parler de tous ces fronts et de leurs évolutions, pour que vous vous rendez bien compte à quel endroit sont les fronts et comment ils vont évoluer rapidement au début, puis de façon très minime ensuite, je vous invite à regarder la vidéo numéro 15 ici dans votre fichier de cahier de texte, pour regarder cette cartographie en même temps que vous m'écoutez parler, par exemple. Les deux sont possibles. Par contre, pour prendre des notes, à un moment donné, ça va être compliqué de regarder en même temps qu'on écrit. Donc je vous laisse ouvrir et visionner cette vidéo. Et en regardant cette vidéo, vous avez vu qu'il y a un autre front qui s'ouvre. Au front de l'Est et de l'Ouest va répondre en 1915 un front qui s'ouvre au sud, autour du détroit des Dardanelles, D-A-R-D-A-N-E-2-L-E-S. Il y a un bar à côté de Pont de l'Arche, aux Dents, qui s'appelle les Dardanelles et qui est en lien justement avec cette ancienne bataille. Le front qui est ouvert au sud, il est ouvert pour justement essayer de déplacer un petit peu ailleurs l'ennemi et puis de s'attaquer aussi à l'Empire ottoman. Autre fait marquant, l'Italie. L'Italie qui va entrer en guerre contre l'Allemagne. Il y a ici un renversement d'alliance, et je vous l'ai dit, parce qu'il existait des accords secrets qui liaient l'Italie, notamment à la France et au Royaume-Uni. La conséquence, c'est que l'Allemagne va se retrouver du coup engagée sur 4 fronts. L'Est, l'Ouest, le Sud avec les Dardanelles, et puis le front avec les Italiens, qui va s'ouvrir lui aussi en 1915. La plus grande bataille terrestre, ça sera celle du Caporetto en 1917. Donc, on avait une guerre de mouvement qui, très rapidement, aux alentours de 1915, finalement, va tourner à la guerre de position. Les Allemands vont se mettre à défendre leur position, notamment dans des tranchées. C'est-à-dire qu'ils vont creuser, ils vont s'enterrer, les soldats, littéralement, et au sens propre du terme, dans des tranchées, puis ils vont défendre les positions qu'ils
tiennent. L'avantage pour les Allemands, c'est qu'on est déjà sur le territoire de l'ennemi. Les Allemands vont construire des tranchées un petit peu plus confortables que celles des Français et des Britanniques pour qui la durée dans le temps de cette tranchée, elle est pas envisageable. Ça doit être temporaire, mais ça doit pas être permanent, les tranchées. Alors que les Allemands, le côté plus long, c'est pas forcément dérangeant, puisque de toute façon, on occupe déjà le territoire adverse. Alors, cette défense de position, cette guerre de position dans les tranchées, elle ne va pas exclure des offensives majeures qui sont organisées. C'est le cas en Artois et en Champagne en 1915. C'est le cas avec Verdun, qui débute en 1916, en février 1916. C'est le cas aussi de la bataille de la Somme, sur laquelle on reviendra dans la partie 2, en juin 1916. Donc il y a quand même cette volonté d'essayer de remettre la guerre en mouvement, d'avoir des grandes offensives qui percent ces positions, mais ça échoue. Le tournant, c'est 1917. 1917, c'est d'abord la révolution russe. Le tsar va faire face à une opposition, et il va être difficile de continuer la guerre. Finalement, les soviets vont prendre le pouvoir, et puis signer rapidement un accord de paix avec l'Allemagne. La conséquence, ça va être le rapatriement des troupes allemandes sur les autres fronts à partir de 1918, au moment où est signée la paix de Brest-Litovsk. Alors Brest-Litovsk, Brest comme la ville, un tiret, L-I-T-O-V-S-K pour Litovsk. 1917, c'est un autre tournant parce que c'est aussi l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique, avec des soldats qui vont arriver à l'été 1918. Et il y a la volonté donc des Allemands de très rapidement utiliser ce moment avant que les soldats arrivent, en rapatriant leurs troupes de l'Est vers l'Ouest pour forcer le barrage français et puis prendre part. Bon, 1917, c'est aussi un tournant sur lequel on reviendra dans la deuxième partie, parce que c'est l'année des grandes mutineries. C'est le moment où les soldats ils vont s'en rebeller contre leur état-major, notamment à cause de la fatigue des soldats, une fatigue physique et morale, et puis l'impression qu'on se bat pour rien. Il y a une remise en cause des décisions du chef de l'époque, Nivelle, notamment lors de la bataille du chemin des dames, et il y a la volonté des soldats, non pas de pas faire la guerre, mais de faire la guerre sans perspective de victoire. Les soldats, ils voient pas comment gagner avec la stratégie qui est menée, ils voient les vagues de soldats qui succèdent et qui n'aboutit à rien, et donc il y a cette idée qu'on est mal dirigé, qu'on ne veut pas combattre, et donc il va y avoir des grandes mutineries sur lesquelles on reviendra ultérieurement. Bon, 1917 donc c'est un tournant, mais les choses se décantent vraiment en 1918. En 1918, c'est la reprise de la guerre du mouvement. D'une part avec le rapatriement des soldats allemands du front de l'Est sur le front de l'Ouest, qui font un surplus de troupes. Et puis, dans l'autre sens, c'est aussi l'arrivée des soldats états-uniens. Alors d'abord, la grande offensive allemande. La grande offensive allemande, elle a un objectif, c'est, on l'a dit, prendre Paris le plus rapidement possible avant que les troupes états-uniennes arrivent en Europe. Elles viennent pas en avion à l'époque, elles viennent en bateau. Et cette grande offensive allemande, elle a donc lieu au printemps. Les Allemands sont quand même stoppés, ils sont stoppés à Meaux, dans les Yvelines. Meaux, c'est M-E-A-U-X, on est à peu près à 60 km de Paris, le 27 mai. Donc il y a un arrêt qui est mis à cette offensive allemande qui a failli reprendre Paris, à quelques kilomètres près. On n'est pas loin d'une répétition de la bataille de la Marne. Et la contre-offensive, elle va être par contre décisive. C'est-à-dire que là, on a les Américains qui sont présents, on a un nombre de tanks, on a un équipement supérieur. Et l'Allemagne, elle a joué son va-tout, elle a joué son joker avec ce rapatriement des soldats, et ça n'a pas marché. Et donc la contre-offensive pour elle est terrible d'une certaine façon, et très rapidement, l'état-major allemand va signer un armistice au moment où les troupes sont aux portes de l'Allemagne. L'Allemagne va capituler, c'est l'armistice qui est signé dans un wagon à Rotonde. Et il faut comprendre que l'Allemagne, à ce moment-là, elle est traversée par des troubles politiques, des troubles révolutionnaires. On a l'impression que se répète le scénario russe d'une certaine façon.
Et donc est signé l'armistice le 11 novembre 1918. Une date à noter évidemment en rouge dans votre cahier. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. La suite, ce sera le grand B. On va maintenant parler un petit peu de l'hécatombe que représente cette guerre, de sa conséquence humaine et sociale sur les populations civiles et pas que sur les populations militaires. Je vous remercie d'avoir encore une fois suivi cette capsule. Continuez à prendre vos cours. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos cours sur le lien que je vous ai donné. Pour l'instant, il n'est pas encore prévu qu'on se revoie, nous, en cours. C'est-à-dire que là, pour les SPCL, on a privilégié vos enseignements scientifiques. J'estime que cette journée et demie où vous allez au lycée, c'est pas suffisant pour continuer le programme. Donc moi, j'en profite pour qu'on continue à avancer et achever ce thème 4 d'histoire. Ce programme qui est très très volumineux. Eh bien, bon courage à toutes et à tous. À bientôt.